suis arrivé à 24 ans là-bas, à l'INSEC. Ils m'avaient mis les Master 2. La majorité des gens étaient nés en 91, 92, tout ça et tout. Et moi j'arrivais là et j'avais même pas le brevet des collèges. C'est justement ça aussi qui est intéressant et de transfigurer un peu ces valeurs-là, de comprendre qu'en fait c'est pas le diplôme qui fait la valeur que tu délivres, mais la valeur intrinsèque elle-même. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous! Donc j'ai la chance aujourd'hui, on est dans un super studio top qualité. Bon, j'ai gardé mon matériel parce qu'à chaque fois que je teste des trucs avec mon matériel, je fais un merdage. Donc on est parti dans l'idée de dire je garde mon matos. Bonjour Anthony. Salut, ça va ? Il y a Anthony Amar qui me reçoit. Anthony Amar, il est le fondateur et il va expliquer ça de Studiomatic, donc des studios dans lesquels on peut enregistrer des podcasts, on peut faire de la musique, mais il va expliquer tout ça. Et j'ai eu la chance de le découvrir sur LinkedIn. Parce que l'idée de Studiomatic, c'est d'ouvrir bientôt dans le Nord un studio et je me suis intéressé, puis j'ai été un petit peu plus loin. Et c'est lui qui va vous expliquer tout ça, mais avant ça, on va démarrer par le portrait chinois. Et je démarre tout de suite. Le portrait chinois, première question, si je te demande un lieu, tu me dirais un studio. C'est bizarre, si original. Ouais, un studio, c'est là où... C'est là où j'ai commencé forcément un peu l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être qui je suis et où je suis. Et forcément, j'ai fait plein de choses, ce qui m'a permis de démarrer dans la musique, ce qui m'a permis de démarrer dans l'entrepreneuriat, je l'ai dit ça aussi. Franchement, il se passe tellement de choses dans un studio, c'est le lieu, la feuille blanche, le début de la création, voilà, c'est très métaphysique, mais okay. Le studio, c'est un très bon lieu. Je comprends, j'aurais dit la même chose dans ton cas. Si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé ? J'ai le cœur qui balance. Ouais. Le cœur qui balance entre le chocolat et j'adore les plats à la truffe. Bon, on peut aller sur les deux. Le chocolat, ouais, les truffes au chocolat. Ouais. Bien vu, un point pour toi. Si je te demande une passion et ou un passe-temps, parce que ça peut être des fois en dehors de la musique évidemment, on parlait tout à l'heure en off, la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, la biologie sous-marine, la photo sous-marine, tout ce qui est sous-marin de manière générale et qui peut se faire sous l'eau et dans la flotte, j'adore. C'est vraiment un truc qui me détend et qui me déconnecte. Et tu as découvert ça, t'es pas, tu es un Parisien d'origine. Complètement. J'ai découvert ça complètement par hasard. J'aurais pu passer à côté 1000 fois. J'ai découvert ça par hasard dans le sud en faisant un baptême de plongeon, en me disant pourquoi pas tester. Alors ce que ça donne. De manière générale, j'étais pas quelqu'un de très à l'aise dans l'eau, quoi. Ça m'a permis de surmonter quelques peurs, de surmonter des trucs et tout ça, et de vivre des choses qui sont invraisemblables. C'est le symbole d'Allez Vas-y, hein. C'est lance-toi, parce que si tu t'étais pas lancé... c'était ça, il fallait me noyer 2-3 fois, m'ouvrir plusieurs fois, il fallait vraiment vouloir continuer, je te jure. Hein. Bon, là ça donne pas envie. Non, faut y aller, c'est vraiment très cool. Okay. C'est vraiment très cool. Okay. Et si, pour terminer le portrait chinois, si je te demande une personne ou une personnalité qui compte ou qui t'a inspiré mon cofondateur, personnalité, c'est une personnalité qui m'inspire forcément, avec qui on est amis depuis des années. On s'est rencontrés dans un studio de musique, tu vois, comme quoi ça rejoint la première question. On s'est rencontrés dans un studio de musique. Je faisais une audition pour son groupe de rock. C'est devenu un ami d'abord, et après on a monté ensemble le premier studio, puis lui a fait sa carrière et en major, et après on s'est retrouvés pour monter cette boîte, quoi. Donc ouais, forcément.
voilà, quelqu'un qui m'inspire. Il y a plein d'autres gens, hein, évidemment, qui m'inspirent. Bien sûr. Mais là, c'est celui qui me vient à l'esprit le plus vite. Ok. Avant de te laisser parler de ton parcours, et puis tu reparleras donc d'Aurélien, ton cofondateur, moi j'aimerais faire un point. Si je te dis entrepreneuriat, pour toi c'était une idée que tu avais en tête dès tout petit, c'était un background familial marqué chez toi et donc forcément ça paraissait logique, ou c'est tout l'inverse, ça a été une série d'opportunités et des fois c'est la passion ou en tout cas une activité qui t'amène à... Je pense que c'est plus ces derniers mots-là. En fait, j'ai pas une famille particulièrement tournée dans l'entrepreneuriat. Maintenant, j'ai des amis de cercle un peu plus large et j'en ai qui vraiment, dont voilà, le papa est entrepreneur assumé avec vraiment ce truc-là et tout. Moi, c'est pas ça du tout. J'ai des exemples d'entrepreneurs dans ma famille, donc c'est pas non plus complètement loin de moi, mais c'est de l'entrepreneuriat pas au sens que nous on l'entend c'est une personne qui a monté une petite boîte de bâtiment qui au début c'était des artisans et puis en fait ils se sont regroupés et ça a fait une boîte de bâtiment qui même maintenant est assez elle est honorable et tout ça, donc c'est le seul et unique modèle on va dire que j'avais, mais clairement c'était pas mon père, c'était plutôt mon oncle, et en fait je veux dire c'était un modèle de travail qui est aux antipodes de l'entrepreneuriat que nous on connaît dans les startups, dans la tech ou des trucs comme ça. Donc non, c'est plus venu en fait par la passion et par une série d'opportunités. Donc la série d'opportunités, elle est venue au départ par le premier studio que j'ai eu. Quand avec mon associé on a monté notre groupe de rock, il fallait répéter. Et oui, il fallait répéter. J'étais étudiant à l'école dans laquelle on se trouve aujourd'hui à l'Atlas. Et quand on paye une école 5 000 € l'année, quand on n'a pas beaucoup, moi j'ai pas beaucoup d'argent, et qu'on fait donc avec ce groupe-là, qu'on joue avec d'autres groupes aussi, parce que pour vivre de la musique, il faut jouer avec beaucoup de groupes. On se retrouve à devoir répéter beaucoup. Donc à payer des studios qui valent très cher. En moyenne, un studio à Paris, même maintenant qu'on existe, c'est toujours 20 et quelques euros de l'heure. Okay. Donc c'est un sacré budget quand tu dois faire des répètes de 4 heures minimum, que tu as 4 groupes et que tu dois en faire une par semaine. Le budget est très vite cher. Donc plutôt que de mettre de l'argent dans les studios, on s'est dit on va prendre notre propre studio, on va mettre notre argent en commun, on va payer un loyer. Notre matériel qu'on a eu pour Noël, qu'on a acheté au fur et à mesure et tout ça, on va le mettre dans le studio, on va le partager avec les potes et ça va nous permettre de répéter un petit peu plus facilement. Donc ça, c'était la première opportunité que j'ai eue. C'était une sorte de... Évidemment, à l'époque, on mettait pas ce mot-là, on mettait pas le mot entrepreneuriat. Oui, bien sûr. On mettait d'ailleurs aucun mot en fait. C'était juste... Du partage intelligent. Voilà, c'est ça. Voilà, on s'est fait un studio avec les potes et du coup, on invitait les autres. Ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Et voilà, quand t'es une personne avec une salle insonorisée à Paris... c'est cool, c'est une très belle vie. Alors avant de rentrer plus dans le détail de ce que tu fais et de ce que vous faites avec Studiomatic, est-ce que moi j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière et expliquer d'où tu viens d'un point de vue professionnel, parce que j'ai trouvé ça super bien, parce que tu as un parcours qui n'est pas linéaire comme on le disait un peu en off, qui fait pas en sorte de dire tiens j'ai telle case puis telle case puis telle case. Voilà, il y a plein d'histoires d'entrepreneurs aujourd'hui comme ça, et toi tu as commencé en partie en étant musicien professionnel. Ouais, en fait j'ai eu un parcours assez chaotique pour le coup. À la base j'étais pas du tout destiné à faire de la musique. Je me suis mis dans la musique assez tôt quand même, à 10 ans, mais vraiment par un hasard. Un hasard. Mon grand-père était artiste, musicien. D'accord. Quand il est décédé, on a hérité du matériel, il fallait bien en faire quelque chose. Okay. Donc ça a commencé un petit peu comme ça, mais très vite c'est quelque chose qui m'a pris et j'étais un très mauvais élève. Vraiment très mauvais, donc je me suis fait... j'ai eu des gros échecs scolaires et tout. Je suis arrivé au lycée, donc j'étais à Bourges. J'ai vécu un peu à Paris au départ, mais ma mère a déménagé à Bourges, donc je l'ai suivi. Et je me suis retrouvé en bac pro électrotechnique. Le bac pro électrotechnique, c'est électricien. Oui. Voilà, le métier au final, qui m'a pas particulièrement plu, même si j'en suis très reconnaissant aujourd'hui parce que ça me permet d'avoir des compétences dans le bâtiment qui me servent aujourd'hui, mais je le voyais pas comme ça à l'époque, et donc je me suis fait virer du lycée en première. Okay. Donc je me suis retrouvé un peu comme un con à l'extérieur, mes parents ne voulant pas me laisser être... j'ai 17 ans quoi, ce qui est à peu près normal, heureusement d'ailleurs. Donc j'ai été travailler dans l'entreprise familiale de bâtiment, donc j'étais manœuvre. Et pendant cette année-là, j'ai commencé à me dire, donc j'étais revenu à Paris parce que mon père habite à Paris et ma mère habite à Bourges. Et donc je suis revenu ici en me disant
Je vais faire un peu de bâtiment parce que faut bien que je fasse faut un payer, petit peu quelque chose. Voilà, j'ai besoin Mhm. d'argent, classique quoi. Mais par contre, moi vivant, je fais pas ça quoi. Ouais. C'est pas possible. Parce Je pouvais qu'il pas. faut expliquer manœuvre pour ceux qui connaissent pas. Tu portes. Bien sûr. Ouais. Tu portes les caisses à outils. Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'étais. Alors en plus, j'avais le pire des. Je pouvais pas être dans une plus mauvaise position parce que j'étais le fils des patrons. Ouais. Aux Ouais. yeux des Oui, autres, oui, oui, évidemment. bien sûr. Donc tout ce que je faisais, si je le faisais bien, c'était parce que j'étais le fils des patrons. Ouais. Si je faisais mal, ils comprenaient pas parce que j'étais le fils des patrons et c'est parce que je suis le fils de patron que je suis là et que je fais les choses mal. Et donc en fait, c'était une très très mauvaise expérience, mais ça m'a permis voilà, d'avoir un peu la hargne de commencer la musique. Et donc je me suis mis en tête de me lancer là-dedans. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai payé l'école. Et j'ai commencé comme ça quoi. Et donc à 10 ans, juste une parenthèse par rapport à Ouais. ça, à 10 ans, la musique que tu fais, c'est du plaisir, du loisir, et c'est après à 18 ans que tout d'un coup tu te mets dans cette énergie où tu as tout le temps... En réalité, c'est un truc, ça m'a pris très vite. En général, je suis assez... Quand je veux me mettre dans quelque chose, je me donne souvent les moyens de le faire au dépend d'autres choses. Et la musique, ça a été ça, vraiment. Ça a été un truc où, de toute façon, je n'aimais pas l'école. Donc, en dehors des cours, je passais mon temps à faire que de la gratte, quoi. D'accord. Je faisais que de la guitare tout le temps, tous les jours. Donc, assez vite, j'ai eu un niveau qui était honorable pour mon âge. Et ça m'a permis aussi voilà, de me valoriser, d'avoir un truc, un trait un peu différenciant. Donc forcément, je me suis mis vraiment à corps perdu là-dedans. J'avais de la chance, ma mère elle hébergeait quelqu'un à la maison qui lui faisait de la guitare. Il faisait de l'informatique, donc il m'a initié aussi à l'informatique de manière générale, un petit peu de programmation. Il m'a mis à l'aise avec des logiciels de son. Il craquait tous les logiciels à l'époque, c'était rare. Ouais. Je veux dire, on avait des Windows, c'était des Windows XP, des trucs comme ça et tout ça à l'ancienne quoi. Ouais. Donc on avait les vieux trucs, tout. Il m'apprenait à faire de la 3D. Donc en fait, je passais mon temps à ne rêver que d'autres choses que de l'école parce que on venait de m'ouvrir un monde qui était celui de la musique, qui est éminemment créatif. On venait de m'ouvrir celui de l'informatique. C'était le début d'Internet, en tout cas pour moi dans mon foyer. Mais en fait, il y avait aucune raison d'être ailleurs. Et donc très très vite en fait je me suis mis là-dedans et pour moi c'était assez clair, même si je le verbalisais pas, que je ferais quelque chose qui soit créatif, la musique certainement parce que c'était ce qui me passionnait le plus et ce pourquoi j'avais le plus d'aisance. Donc voilà, mais je pense que dès 15 ans, dès 14-15 ans, je commençais déjà à dire à mes parents je veux devenir musicien quoi. D'accord. Et à ça, tes parents ils répondaient quoi? Parce qu'on sait que des fois malheureusement je sais même plus, va au bout de l'école, on verra, je sais pas. Mais en tout cas, ils t'ont pas bloqué dans cette... Non, ils m'ont pas bloqué, ils m'ont pas... En même temps, c'était tellement... En fait, je pense que c'était tellement le chaos, l'école pour moi, que ils pouvaient pas se dire... Je pense que c'était irrationnel de se dire on va le laisser continuer l'école. Ok. Ouais, c'était dans notre voilà, schéma, c'est ça. Donc en fait, c'était soit ça, soit ça menait à l'échec réel, et je pense que ça l'était au moment où vraiment je me suis fait virer quoi. Soit c'était l'école de musique quoi. Donc pas trop le choix. Et puis de toute façon je suis quelqu'un de têtu, donc j'aurais pas laissé non plus. Tu l'avais en tête. Je l'avais en tête. C'était mort. Et donc à quel moment tu bascules vers l'idée de dire tiens ça va être mon job et je serai plus manœuvre. Quand déjà quand je me suis fait virer du lycée, j'étais quelqu'un d'assez insolent, faut m'imaginer assez insolent. C'est bon le cas aujourd'hui. Faut m'imaginer assez insolent. Je suis parti en disant à la directrice de toute façon je m'en fous, j'ai une place en école de musique parce qu'en fait je venais de passer un concours à l'école Tous en Scène à Tours, qui est une école de musique, parce que j'avais rencontré quelqu'un dans ma ville, à Bourges. Il y a peu de gens qui font de la musique, encore moins de mon âge, et donc on était 2 guitaristes à avoir vraiment un niveau qui était intéressant, et donc la personne que je rencontrais à ce moment-là me dit non mais moi je fais une école de musique pour devenir professionnel de la musique, et genre cette étincelle il y a quelqu'un qui te dit mais en fait t'es pas fou. Il est possible d'être professionnel dans la musique, il existe des écoles pour ça et tout. J'imagine un sportif qui découvre sport-études. C'est ça. Elle te fixe un objectif dans ta tête. Exactement. Alors que toi justement l'école c'était une série entre guillemets d'échecs. Exactement, voilà. Donc je passe ce concours là et en fait je l'ai.
assez naturellement. Et pour moi, dans la tête, c'est plié. Je vais à Tours et tout. Sauf qu'en fait, mes parents étaient d'un autre avis. Mais au moment où je me suis viré, je savais pas. Donc je dis, je m'en fous. De toute façon, autre école de merde. Je me casse. donc du coup, voilà, c'était à ce moment-là, je pense que vraiment le truc a turn up et je me suis dit, ok, là, je veux devenir artiste. C'est ce que je rêve. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je me rappelle avoir vraiment fait des sacrifices qui étaient énormes pour moi à l'époque. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. J'ai vraiment vécu une vie d'ascète quoi, pour jouer de la guitare toute la journée. Et j'ai fait que ça. Et voilà. Et après, je suis arrivé à l'école et je faisais toujours que ça. Et j'ai cravaché de ouf je pense de mes 15 ans et demi jusqu'à mes 22-23 ans. Je fais que ça. Ok, d'accord. Et devenir musicien professionnel, parce que c'est aussi une forme d'entrepreneuriat, c'est aussi être indépendant. Comment on se débrouille pour gagner de l'argent avec la musique, parce que c'est pas un sujet dont on parle souvent. On parle d'artistes, on parle de création, on parle de groupes, mais on parle très peu de musiciens professionnels indépendants, quoi. Ouais, je l'ai découvert très tard, la dimension entrepreneuriale dans la musique. Je l'ai découvert qu'en entreprenant dans le monde de l'entrepreneuriat. Je mets des grands guillemets parce que l'entrepreneuriat est super large en réalité, mais effectivement, je pense, c'est même pas je pense, j'en suis vraiment convaincu, un artiste, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, il doit se lever, il doit s'automotiver, il doit faire tout ce qu'un entrepreneur fait, il doit gérer ses finances, il doit trouver des clients. Alors, on le dit pas comme ça dans la musique, c'est pas beau de dire on va trouver des clients parce qu'on vend pas un produit, mais à la fin de la fin, on a une création et on essaye de la montrer à un monde particulier. Il y a un product market fit, ta musique elle plaît à des auditeurs en particulier. Donc tout ça en fait c'est rapprochable. Quand est-ce que donc comment ça se passe ? Moi là, au tout début quand je suis rentré à l'école, déjà j'ai découvert un petit peu toutes les façons de vivre un peu de la musique, alors qui sont quand même assez restreintes quand on te les apprend à l'école. C'est en gros tu vas devenir intermittent du spectacle. Ok. Voilà, point. Donc intermittent du spectacle, c'est pas vraiment l'entrepreneuriat, je trouve, mais voilà, ça reste artiste quand même. Tu dois trouver des gigs et tout ça. Assez vite, pour payer mes petites dépenses, je me suis trouvé des cours. Donc je commençais à donner des cours de musique vers 18 ans. Donc petites annonces sur Le Bon Coin. Voilà, je suis guitariste, je donne des cours à qui veut et tout. Je trouvais ma première élève juste au-dessus de chez moi, à Villeneuve-Saint-Georges, où j'habite. Génial. Et ça m'a permis de commencer, d'avoir un petit peu d'argent. Déjà de me rendre compte que si je donne 1 heure de cours et que je gagne 20 € sur 1 heure, si je donne 2 heures de cours, je gagne 40 €. Donc si j'ai 2 élèves, je gagne plus d'argent. C'est une logique qui est conne, mais qui en fait, quand on la découvre à 18 ans par soi-même, on a l'impression de découvrir le feu, quoi. Et donc en fait, ce truc-là de voilà, ok, comment je fais pour améliorer mes trucs, ok, bon. Après, forcément les concerts. Ouais. Au début, on t'apprend que faire de la musique, c'est la passion, c'est l'art, c'est le truc ineffable qu'on pourrait te décrire comme voilà, ça suffit en soi, t'as pas besoin d'argent. C'est ce qu'on dit pour pas parler d'argent. C'est ce qu'on dit pour pas parler d'argent, exactement. C'est ce qu'on dit pour pas parler d'argent. La réalité, c'est que en fait, c'est pas mal. Je veux dire, l'argent, c'est un truc très neutre. Oui. Et donc, je me suis mis à faire des concerts qui au début étaient forcément pas payés, parce qu'il fallait se faire se connaître, tout ça. Après, j'ai eu des gigs payés, je commençais à imposer aussi un peu quelques conditions là-dessus, et puis voilà, le temps a avancé, j'ai fait du studio aussi, parce que quand j'ai commencé à avoir le studio, j'ai commencé à le louer, à gagner un peu d'argent et tout, donc là, c'est vraiment mes premiers pas qui arrivent vers Studiomatic, quoi. Ce truc-là de j'ai une salle, c'est un asset en particulier, et il a de la valeur, et en fait, il y a des gens qui sont prêts à payer pour y rentrer. Ça montre quelque chose. En tout cas, c'est une ficelle qu'on peut tirer et qui peut nous permettre d'aller quelque part. Tu veux dire que ça permettait aussi aux gens de venir vers toi, d'apprendre à te connaître de ce fait-là. Mais grave. Mais en fait, moi, je pense que 80% des plans de concerts que j'ai eu qui m'ont permis de faire des belles salles et tout ça sont liés au fait que j'avais un studio de répétition. Wow. Je suis pas quelqu'un de très très bon musicien, on va pas se mentir, je suis pas un excellent guitariste, c'est des gens bien meilleurs que moi. J'ai fait le conservatoire, les trucs comme ça, je voyais les gens qui étaient avec moi, j'étais clairement pas en haut du panier, quoi. Donc c'est pas vers eux. Aussi, les gens allaient vers eux, évidemment, bien sûr, pas les dénigrer, mais ce que je veux dire par là, c'est que y avait moins de raisons de venir vers moi que de venir vers eux. La raison pour laquelle les gens venaient principalement vers moi, c'est que déjà j'avais une fibre un petit peu plus business, je pense, une notion du contact et une notion de là où je veux aller qui était différente, qui n'était pas juste je fais de la musique pour la musique. Et puis j'avais le studio, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fou, parce que du coup quand tu invites quelqu'un, déjà tu as une légitimité, tu ne l'invites pas dans ton salon,
à la cool, et tout. Tu invites une personne dans un studio que naturellement tu payes. Si tu le payes, ça veut dire que tu as de l'argent, donc que tu as une légitimité forte à monter un projet qui se veut professionnalisant. En fait, tu crées un contexte professionnel Exactement. dans la relation. Exactement. Ouais. On n'est pas, je vais juste faire la petite parenthèse, on n'a pas expliqué ce studio, c'est des locaux que tu avais à dispo, c'est quelqu'un qui t'a permis d'eux, parce qu'on a été assez vite et puis après on est revenu sur ton parcours, mais ces locaux, tu les as comment ? Alors, la première fois qu'on a eu des locaux de musique, on était un groupe de 5 et le batteur, il avait un petit studio de batterie à Saint-Ouen. Payait ça genre 150 ou 200 € par mois, ce qui est ridicule hein, pour un studio. Il avait genre 3 mètres carrés. Nul à chier, quoi. Vraiment un mauvais studio et tout. et c'était tu sais, c'est le genre de pote qui peut prendre plein de choses au premier degré alors qu'en fait c'était du second degré. Sauf qu'un jour on fait une blague et on fait ah putain ce serait trop drôle, venez on prend le studio le plus grand du bâtiment que t'as. Et le plus grand c'était genre 15 mètres carrés, tu vois. Et lui en fait il a pris ça premier degré. Nous on rigolait à la base et du coup il a été voir le propriétaire et il lui a dit ouais j'aimerais prendre le plus grand studio avec mes potes, on va faire un truc et tout, Et il est revenu vers nous en nous disant les gars c'est bon j'ai trouvé un studio, on y va et tout, on y rentre. Et en fait on s'est retrouvé comme ça à monter notre premier studio. Mais c'était un studio dans un appartement ou c'était un studio de musique ? En fait, c'était un bâtiment complet dans lequel tu avais plein de petites salles qui étaient des studios de musique, du coup. D'accord. Vraiment bien des studios de musique. Pour imaginer les studios de musique, c'est voilà, tel qu'on est là, c'est une salle de 12 mètres carrés, sans fenêtre, insonorisée. Et juste quelques lumières. Évidemment, tu n'as pas de commodité bien sûr. Dedans. Mais tu viens, tu poses ton matériel, ça te permet de faire du bruit comme tu veux. Donc là, c'était le plus cheap de tous les studios que j'ai jamais eu de ma vie. C'était des murs en papier fin. Quand le batteur du premier étage il jouait du métal, t'avais l'impression de jouer avec lui dans ton studio en dessous. C'était terrible. Mais voilà, mais en fait, ça nous a permis de rentrer. C'était 500 € par mois. On était 5, on mettait 100 € chacun. C'était très simple, mais qui ne nous demandait pas de garantie. C'était un mafieux de Saint-Ouen avec des dents en or et tout. C'est improbable, quoi, tu sais, dans un truc insalubre et tout. Ça veut dire qu'en fait, financièrement, vous aviez pris le parti de dire on gagne de l'argent avec notre musique et on met 100 € pour avoir un lieu pour s'entraîner. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, à la base de ce projet, on était peut-être deux, trois, quoi, tu vois, voir rigoler avec ce mec-là qui a pris le bail. Comme quoi, des fois, le premier degré, c'est pas mal aussi. Et le premier degré, c'est pas mal aussi, ouais, c'est pas mal aussi. Et donc, on a été convaincre 2 autres des potes, tu vois, en leur disant, ouais, on va prendre un studio, franchement, tu mets 100 € par mois et on peut y aller tout le temps. Imagine, on va pouvoir faire des jams, on va pouvoir faire... Voilà, il y a ce truc-là, on va pitcher en fait, c'est, en quelques mots. Et donc, on a réussi à les convaincre. Le premier studio, c'était 500 € par mois, petite salle et tout. Puis il était ouvert que de 8h, 9h, peut-être à 21h, 22h, quoi. Okay. C'était très limité et on s'est dit, bon, on veut passer l'étape au-dessus. Maintenant, on veut un studio où on peut venir la nuit. 24 oui, heures, c'est ce que j'allais dire. Pour de la musique, c'est pas à 5h du matin que c'est important, c'est plutôt le soir où voilà, c'est ça. Tu sors d'une jam, nous on avait les jams ici qui finissaient à 22h30, 23h. T'as envie de pouvoir dire aux gens que tu viens de rencontrer, les gars, la suite c'est chez moi, j'ai un studio là-bas. Okay. et donc c'est un peu comme les mecs qui boivent un coup, mais là c'est pour de la musique. Exactement, voilà, exactement. Et pouvoir faire plein de trucs, enfin bref, un vrai vecteur social. On a trouvé un studio donc pareil, une salle qu'on loue au mois dans un bâtiment un petit peu plus gros, mais par contre le double du prix. D'accord. Donc, de 500 €, on est passé à 1000 €. On n'a pas mis 200 € chacun. Ouais. On a préféré, donc là, on a fait rentrer une 6e personne très importante qui est mon associé aujourd'hui. D'accord. Donc lui, il était en major, mais voilà, il avait encore le groupe de rock. Donc Aurélien, c'est Aurélien, ça. exactement. Okay. Voilà. Lui, il était dans son truc et tout. Il n'était pas musicien pro, mais il était en major. Il avait le groupe de rock et il commençait à répéter. Donc je vais te couper, mais être en major. Les majors, donc c'est les trois grosses sociétés, Sony Music, Universal, Warner, qui font la distribution. C'est des gros labels, quoi. C'est très vulgaire dit comme ça, mais c'est des trucs là-dessus. Donc lui, il bossait, il était directeur marketing chez Sony Music. Mais il avait son groupe de rock encore avec un des gars avec qui j'ai monté le labo, quoi. Et donc en fait on lui disait mais vas-y mets 100 € par mois mets 100 € par mois encore avec nous et comme ça en fait t'as les répètes gratuites avec ton groupe, quoi, et tu peux venir quand tu veux, tu peux laisser ton matériel et tout, et en fait voilà, il a commencé comme ça. Donc ça veut dire que là vous êtes 6 à mettre on est 6 et 100 €, donc il manque 400 balles. Ouais. Il manque 400 balles et donc là vient notre première expérience de la location. Ah bah oui. On va aller chercher des gens et on tombe donc on des petites annonces sur internet, sur des sites de petites annonces de musique. On cherche à partager un studio avec des gens et nous on n'était pas fous. On a dit bon, on va partager que les créneaux de nuit
Eh ben oui. Et alors, qui est-ce qui prend les créneaux de nuit? Et ben en fait, c'est des gens qui font du rap. Alors, c'est assez anodin, dit comme ça. Mais en fait, moi, ça a été un déclic de ouf. Parce que déjà, je me suis rendu compte, c'est des personnes qui venaient d'une cité à Bobigny et tout, qui sont encore maintenant, qui ont des gros studios, qui ont vraiment percé vraiment de ouf et tout en plus. Donc, des mecs de Bobigny qui venaient de nulle part. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Et les gars étaient hyper sympas. Ça a bien matché, on s'est rencontrés dans un café et tout. Ils nous ont dit, oh les gars, pas de soucis, je prends les créneaux de nuit et tout. Et donc, ils nous ont payé les 400 balles restants. On leur disait, le deal, c'est ça, c'est en fait, on va pas faire d'argent sur ce studio, juste on met chacun notre part et on commence là-dessus, on partage le matériel et tout. Et eux, ils avaient ramené le canapé, ils avaient ramené le bureau, ils avaient ramené les chaises, on n'avait pas de chaises. Ils avaient ramené un écran supplémentaire, ils avaient ramené des enceintes de monitoring, la carte son. Et en fait, on s'était retrouvés du coup avec toute la partie répète. Et oui. On leur disait, on vous prête le matos, il n'y a pas de souci si vous y faites attention. Et en fait, on s'est retrouvé avec un studio dans lequel on pouvait enregistrer même. Du coup, ça devenait, ça avait une autre dimension et puis voilà, on a commencé à se structurer aussi parce qu'on était, franchement, on était 10 cassos quoi. C'est bien amené. Voilà, les 5 premiers au départ, on était 4, on connaissait rien du tout. La seule personne qui était un peu responsable, c'était Mathieu. Lui, il avait genre peut-être 2 ans ou 3 ans de plus que moi, parce que j'ai 19 ans, 20 ans quoi. Donc 2-3 ans de plus que moi, et il était intermittent du spectacle, donc il avait déjà fait des papiers quoi. Mais sinon... fait des papiers, j'aime bien l'idée. Ouais, ça, il avait déjà fait des papiers, des trucs, tu vois, je savais même pas déclarer mes impôts, c'est n'importe quoi. Donc c'est lui qui payait les studios. D'accord. On lui donnait de l'argent sur son compte et c'est lui qui payait les studios tous les mois quoi. Et donc là il n'y a pas encore de structure. Y a rien. C'est vraiment de la main à la main entre guillemets. C'est ça ouais. Et puis après en fait on se rend compte que ce serait peut-être important en fait de se structurer quoi. Et donc lui il nous dit ouais les gars on va faire une association. C'est Aurélien qui arrive, qui lui du coup a une vraie fibre business. Lui pour le coup il était déjà voilà quand je pense qu'il devait avoir 24 ans je pense 23-24 ans. Lui il avait déjà des expériences même de bourse, de trucs et tout, voilà, il était dans le milieu du travail et il dit en fait les gars on fait une association quoi. Donc il monte l'association, c'est lui qui devient président de l'association et ce truc là, puis après il a plus le temps, il me la laisse et au fur et à mesure les premiers membres qui étaient là dans le studio s'en vont et moi je me mets à le gérer. Donc il faut le faire tourner parce que il y a de l'argent. Et puis chaque mois le loyer il tombe. Chaque mois le loyer il tombe et là ils font plus de cadeaux quoi. Là où on est c'était plus la même quoi. Ouais. T'as eu des moments de panique parce qu'on en parlera après, mais quand il y a le loyer qui doit tomber et que t'es en forme associative, t'as pas d'engagement, t'as pas de... Ah ouais, t'as rien. Alors ouais, justement, en fait, ça c'est un des trucs justement qui m'a appris plein de... c'est pour ça aussi, avec Studiomatic, on a réussi à se lancer quand même vachement vite par rapport à une boîte de ce type-là. Parce qu'en fait on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables pendant qu'on était en association. D'accord. Toutes les erreurs de compte, les erreurs de caution, de trucs et tout, d'engagement, de formule, on a testé tellement de choses. Et en fait donc les premiers groupes qu'on faisait venir quand mes premiers potes sont partis, parce que quand ils sont partis c'était l'effondrement quoi. Ils sont partis à 3, il y avait 300 € en moins, c'était oh mon dieu. Ouais, voilà, c'était énorme pour moi. Oui. Et donc on a commencé à trouver d'autres groupes et là c'était vraiment les premières locations avec des formules quoi. C'est genre ok c'est 150 € par mois, je me rappelle très bien, c'était à l'époque 150 € par mois et t'as 4 heures par semaine de créneau et tu peux venir voilà sur tes 4 heures, on te fixe un planning, ça même la gestion du planning, des trucs comme ça. Ouais. Et donc on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et en fait en échange les personnes venaient mais on leur disait c'est pas cher, par contre vous laissez du matériel à vous parce qu'on n'a pas encore acheté de sono, on n'a pas encore acheté de batterie et ça tournait comme ça au bon vouloir des membres. On s'est rendu compte que c'était une très mauvaise façon de fonctionner parce que quand quelqu'un cassait la batterie du mec, ou la sono ou un truc comme ça, fallait bien en racheter un et qui était responsable in fine personne. Oui, le studio en fait. Forcément. Ouais. Donc on s'est mis à faire des cautions, on s'est mis à essayer d'avoir un petit peu plus de groupes que ce qu'on pouvait. Moi encore à ce moment-là, je mettais tout mon argent de Noël, de mes cours, dès que j'avais des excédents, je les mettais dans l'achat de matos pour le studio. Ok. Ouais. Donc j'ai réussi à acheter une batterie, à acheter une sono en faisant des bonnes affaires, en cherchant des potes, en négociant comme un rat. mais ça nous a permis de lancer voilà, le studio. On avait fait les cautions. Au début c'était des virements, puis après on est passé en prélèvement. Il y a plein de trucs comme ça, voilà, de trucs qui au fur et à mesure qu'on avançait. Voilà. Et puis ouais, en fait il y a des fois où en fait, on se retrouvait avec pas suffisamment de groupes. Donc le groupe nous disait je pars.
Et on avait oublié de faire des préavis, par exemple. C'est con. Wow. Mais à l'époque, on n'avait pas une force commerciale comme on l'a maintenant. Donc, moi, de trouver un groupe, je trouvais un groupe tous les 2 mois. J'étais le roi des sales, quoi. Donc, c'était complètement différent. Mais voilà, ça nous a permis d'apprendre plein de choses, de voir. Après aussi, de roder le discours, de roder les contrats aussi. Parce que la première fois où tu te fais niquer, que le mec part avec soit du matos, soit il te dit, mais en fait, non, je te paierai pas tes 2 mois prochains de loyer. Ton préavis, je m'en fous. Ton contrat, il vaut rien. Bon, tu fais les choses différemment, t'encaisses les cautions. Voilà. T'es toujours en association à ce moment-là c'est quoi le moment où ça bascule de association à entreprise? C'est un moment c'est très spécial parce que c'est un moment en plus que j'arrive à dater vraiment, tu vois. C'est pour moi le moment où j'ai commencé à me dire ok, je vais monter une entreprise, qui plus est une start-up. le mot incroyable. C'est le 30 novembre 2016 exactement. Donc, pendant ce temps-là, en fait, donc, en plus de mes activités de musicien pro sur scène et tout, j'avais trouvé un poste à Cultura. Cultura qui est une enseigne de grande distribution dans la culture, qui a une partie musique et notamment une partie cours. Et donc en 2016, ils ouvrent un magasin à Porte de la Villette. Ils cherchent un prof de guitare et je postule et je suis pris. Et à la soirée d'ouverture de ce magasin, je rencontre une personne autour d'un baby-foot connecté qui s'appelle Karel, que je salue, très très bon ami maintenant. Et je lui raconte ce truc-là, je lui dis ouais, moi je suis musicien. Il me dit tu fais quoi ici chez Cultura? Parce que lui venait de faire une démonstration de baby-foot. Ok. Il voulait vendre sa solution à Cultura pour les mettre dans tous les magasins. Et donc on fait le baby, il me déglingue, je me fais flinguer et on discute et il me dit ouais, il est pas bon en tant que commercial parce que normalement il aurait dû te laisser gagner. Mais bon, voilà. Il aurait dû me laisser gagner, mais bon il était pas là pour me vendre à moi, donc c'est pas grave. Il s'en foutait. Et donc du coup il me dit je suis guitariste, mais voilà, à côté j'ai d'autres trucs, je raconte d'autres studios et tout. Et en fait dans ces moments-là, vers 2016, je commençais à avoir mes premières idées parce que j'avais commencé à louer un petit peu à l'heure et je voyais que c'était galère de faire le déplacement de chez moi, de Villeneuve-Saint-Georges, d'aller au studio, ouvrir la porte, revenir, surtout quand c'est la nuit, tard le soir et tout. Donc je lui dis, écoute, c'est marrant, j'ai une idée et tout. En fait, lui il me dit, je suis dans les startups. Et moi, ce mot-là, startup, il veut dire un truc, il veut dire entreprise technologique levée de fonds. Ouais, et c'est les seules choses que ça veut dire pour moi à cette époque-là. C'est bien que tu le dis, ça. Ouais, ça permettrait de faire la transition. Et en fait, ça veut rien dire, du coup, c'est pas du tout ça. Et donc lui, il m'explique, et je fais, ah ouais, c'est marrant, parce que tu vois, moi j'ai une idée, c'est vraiment le truc d'entrepreneur débutant, quoi. Ah ouais, moi j'ai une idée et tout, je crois que c'est une start-up, je veux faire des studios et tu les ouvres avec ton téléphone ou avec une carte et c'est ouvert 24/24 parce que j'ai mon premier studio là-bas et je vais en ouvrir d'autres, mais j'arrive pas et je sens que c'est vers là qu'il faut aller. Et le mec, il se prend d'attention, je pense, tu vois. Car il a dû avoir ce truc-là, c'est un mec qui est très généreux et tout. Il a dû être attentionné, un peu, touché par le môme. Le môme qui est là, qui lui dit qu'il va monter une start-up, alors qu'en fait, il connaît rien du tout, quoi. Donc, il me dit, écoute, viens, on discute, ça et tout. Et à la fin, il me donne sa carte, on a discuté 1 heure et quart, il me donne sa carte et il me dit, vas-y, envoie-moi un mail, on ira boire un café, quoi. Moi, envoie-moi un mail, on ira boire un café, dans le milieu de la musique, ça veut dire, mec, on se reverra jamais, quoi. D'accord, ouais, t'y crois pas. J'y crois absolument pas, mais je le fais. Le lendemain, je lui envoie un mail et j'avais dû prendre 1 heure pour l'écrire en plus, ce mail, parce que je voulais vraiment qu'il me réponde, tu vois. Et en fait, il m'a répondu, on était boire un café, et là, il a commencé à me coacher, gratos. C'est mon premier mentor, vrai mentor. Il m'a dit, bon, effectivement, est-ce que tu fais? Ça peut être une start-up, mais tu fais ça, mais ça c'est pas bien, ça c'est nul, ça marche pas, ça marche. Par contre, du coup, appuie là-dessus, appuie ça. Je me rappelle, le premier rendez-vous, je suis sorti, j'étais sonné. Vraiment, il venait de m'ouvrir un truc, c'était un monde à part entière, une sensation incroyable. Et donc, c'est là, en fait, je me suis dit, ok, je vais monter une entreprise. Je connais rien, encore, je connais toujours rien, mais entreprise, je comprends, je regarde, je tape sur internet et tout, monter une entreprise, je lis, il faut faire un business plan, je regarde, j'appelle tous mes potes qui sont en école de commerce, j'en ai 2. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ça fait plus que 1, donc c'est tes potes. Voilà, c'est ça. Mes 2 potes qui sont en école de commerce, je leur dis, ouais, c'est quoi un business plan? Ils m'envoient leurs cours, ils m'envoient les trucs et tout, et donc je passe, c'était en novembre, donc je passe toutes mes vacances de Noël à écrire un business plan et tout. J'étais tellement fier, je l'ai imprimé par un livre et tout. Donc c'est un truc de 100 pages ah ouais, quand même. Ouais, t'as pas rigolé. Ouais, j'avais produit des trucs et tout. Vraiment, j'avais fait un vrai travail dessus. Et donc Karel, il m'avait laissé une invitation. Il m'avait dit, écoute, viens, on se revoit en mi-janvier, début février pour ton truc et tout. On commencera à discuter.
Et je vais le voir, je montre mon business plan. En fait, il le lit même pas. Il me dit, mais ça sert à rien les business plans dans les startups. On commence pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est un produit, un très bon produit, et trouver des clients et vendre. Et, et tous les trucs qu'on se connaît aujourd'hui. Alors évidemment, ça a servi le business plan, mais bien plus tard, une fois qu'on a commencé à lever des fonds vraiment. Mais voilà, c'était cette première expérience-là qui m'a mené vers l'entrepreneuriat, où je me suis dit, on va faire le switch, on va devenir une entreprise. Donc une entreprise, ça fait des bénéfices, ça gagne de l'argent, c'est plus la même chose, c'est plus l'association, même si... Par contre, voilà, déjà à ce moment-là, avant de monter l'entreprise et de rencontrer Karel, j'avais une vision déjà plus proche de l'entreprise que de l'association, c'est-à-dire qu'on avait des bénéfices, mais les bénéfices étaient 100% réinvestis. Conformément à l'association, quoi, mais même conformément à ce qu'on considérait comme étant bien à l'époque, moralement en tout cas. Bien sûr. Donc voilà, c'est là-dessus que je me suis lancé sur la partie entreprise. Ok. Et donc, quand tu crées ta startup, tu intègres directement un incubateur. Comment ça se passe ? Non, pas du tout. J'intègre pas du tout d'incubateur. Alors, j'ai quand même la chance d'avoir commencé avec un produit. C'est-à-dire que très vite, je me dis en fait ce qu'il faut. Lui me parle, le premier truc que j'ai dû apprendre, le premier vrai concept de startup, c'était le POC, le Proof of Concept. Il me dit, si tu veux monter ta boîte et vraiment obtenir des financements, parce que ce que tu me dis, ça a l'air d'être ça a l'air d'être solide, t'as l'air d'avoir un marché, tu connais ton métier et tout ça. Donc par contre, voilà, tu veux embaucher un développeur, parce que je savais pas faire de code à l'époque, donc pas de notion technique, quoi. Donc je lui disais, il faut que j'ai de l'argent pour développer le produit. C'est le fameux je cherche un tech qui va révolutionner mon idée. Et il me dit, en fait, déjà, avant de chercher quoi que ce soit, mais en fait, fais marcher ton truc, quoi. T'as un truc dans les mains, fais-le marcher. Si tu fais pas marcher ça, c'est simple, c'est qu'en fait ton idée, il n'y a pas de marché. Il m'avait dit appelle tous les autres studios et regarde, mais pourquoi il m'avait posé cette question qui est très légitime, mais pourquoi tu penses que toi l'idée que tu as elle est bonne et pourquoi personne l'a fait avant ? Démerde-toi, appelle tout le monde, vois ce qui se passe, quoi. Et donc, c'est une super question d'entrepreneuriat. Très bonne question. Pourquoi les autres font pas ? Il me dit, c'est simple, en général, il y a deux cas. Soit t'es un génie, alors c'est pas le cas, hein. Mais soit en fait, il y a un frein et effectivement, t'as trouvé ce frein-là et c'est peut-être ce que tu racontes, peut-être vrai. Moi, je pense plutôt que en fait, si personne le fait, c'est qu'il n'y a pas de marché en général. Donc, prouve-moi qu'il n'y a pas de marché. Si tu me dis les studios ils peuvent être ouverts la nuit, le tien il l'est, prouve-moi que les gens viennent la nuit. Je veux dans 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu viennes avec des chiffres et que tu me dises voilà, la tranche de nuit, j'ai fait X% de plus, j'ai réussi à vendre tant d'heures et les gens viennent véritablement la nuit. Il y a un marché pour les gens qui viennent la nuit. Et donc toi, tu continues à venir ouvrir, fermer et tout ? Je continue à venir ouvrir, fermer. J'ai vraiment beaucoup de chance à ce moment-là parce que Cultura a ouvert à Porte de la Villette et mon studio est à Porte de la Villette. Okay. Du coup, je passe mon temps en fait à venir à mon magasin. J'étais à mi-temps. J'étais prof à mi-temps. Donc je faisais mercredi, vendredi soir et samedi, mais en réalité, je venais quasiment tous les jours. Et donc après le travail, j'allais ouvrir les portes. En général, je finissais à 19h. Donc pour 20h, la session de 20h minuit, j'allais. Je revenais dans le centre commercial. Il y avait un bar qui était ouvert jusqu'à 2h du matin. Il y avait 3 clients. Et donc je restais dans le bar le plus longtemps possible. Et pendant ce temps-là, du coup, je m'occupais sur mon ordi. Donc je faisais des trucs en rapport avec le studio, quoi. Vraiment, je faisais ça tout le temps. Et ça me permettait d'aller, venir. Parfois, je faisais confiance à certains clients qui commençaient à devenir réguliers. Je leur dis, tu viens, tu déposes les clés à Cultura, tu les mets, tu les donnes à mon collègue, il va me les donner, ou tu les donnes à l'accueil, des trucs comme ça. Et donc, en fait, j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais en réalité, mes collègues étaient un peu devenus les personnes qui récupéraient mes clés, qui m'aidaient et tout. Mais bon, voilà, ça faisait partie du truc. Et à l'époque, juste, je me permets, ça n'existait pas encore les boîtes à clés connectées qui te permettaient de... Écoute, c'est une bonne question. En fait, oui, ça existait. Ouais, mais c'était peut-être très cher par rapport à l'idée de juste de tester. Je l'avais même pas en fait cette idée. Okay. Je crois que je l'avais juste pas. La première fois où on m'a parlé de serrure connectée, c'est Karel encore, qui au rendez-vous du business plan m'a dit mais j'ai vu un truc sur internet une fois au salon parce qu'il testait plein d'objets connectés. C'était son ancien métier. Il me dit j'avais vu un truc là comme ça permet d'ouvrir les portes avec ton téléphone. Et il m'a dit ça s'appelle une smart lock. Alors là, c'est bon. Là, j'avais le terme qu'il me fallait pour chercher. En fait, j'ai commencé mes recherches là-dessus. Okay. Et à la base, voilà, c'était ça. Je voulais vraiment avoir cette expérience-là. Et voilà, donc ça a continué un petit peu comme ça.
jusqu'en juillet, je crois, juillet 2017. Donc voilà, novembre 2016, juillet 2017, ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Juillet 2017, donc j'avais donné ma démission à Cultura en disant c'est bon, je vais quitter le truc. Entre-temps, il s'était passé plein de choses. Entre-temps, j'ai appris à coder. C'est ce que j'allais te poser comme question, parce que j'avais vu sur ton parcours qu'il y avait aussi une forme d'apprentissage. Ouais, ça c'est la meilleure. Alors j'ai pris plein de bonnes décisions, plein de mauvaises décisions évidemment aussi, hein, mais il y a quelques décisions desquelles je suis très fier, et parmi lesquelles celle d'apprendre à faire du code est une des décisions les plus importantes, je pense, de ma vie littéralement, parce qu'elle m'a permis d'ouvrir un champ que je connaissais pas, qui est la programmation, qui déjà est quelque chose de phénoménal, mais surtout ça m'a permis de comprendre que peu importe ce que je pouvais faire, je pouvais l'apprendre, et tout seul avec d'autres, en tout cas par internet. Mais c'est un beau pied de nez à ton parcours scolaire. Oui, bien sûr. Et c'est un bel apprentissage pour les parents qui se posent des questions quand leur enfant est en échec. Exact. C'est sûr que c'est difficile sur le coup, ouais. Mais la réalité c'est que... Et donc pendant Cultura, j'avais vu c'est Karel encore, putain, Karel il est partout, qui m'a dit écoute, t'arrives pas à trouver de cofondateur technique, rêve pas, en fait t'en trouveras pas, pour la simple et bonne raison que même si ton idée elle est révolutionnaire, les devs ils sont payés très cher, il y a des milliers de personnes qui ont des idées révolutionnaires, et plus encore il y a des milliers de personnes qui ont des idées révolutionnaires et de l'argent. Toi t'as peut-être l'idée, mais t'as pas l'argent. Ouais. Donc va falloir que tu trouves un autre truc. J'en ai eu marre et je me suis dit de toute façon j'ai une bonne appétence pour l'informatique. Je gérais le site WordPress du Labo des Sons. J'avais été un peu plus loin dans le POC et tout. J'avais fait un système de réservation sur WordPress. Donc j'avais même validé ce truc-là, que les gens sont prêts à réserver des créneaux en plus en ligne et payer en ligne. Donc, je me suis dit bon, la prochaine étape c'est d'apprendre le code. Tu commences sur internet, les trucs Udemy, ça marche pas, et un jour il me dit écoute, j'ai vu cette formation, ça s'appelle The Hacking Project, ça a l'air bien parce que c'est gratuit. En fait tu mets 200€, c'est une caution, et si tu finis pas la formation, ils te prennent tes 200 balles. Moi 200 balles c'est beaucoup d'argent pour moi à cette époque-là. Bien sûr. Et ça l'est encore, hein, bien sûr, mais particulièrement à ce moment-là. Donc je me lance, je mets, c'était une empreinte de carte bleue, donc je mets mon empreinte de carte bleue et je commence, et là je découvre le monde exceptionnel du code, et la première session de The Hacking Project était juste mythique. On codait dans un squat, enfin c'était fou quoi, c'était l'époque de Mister Robot, donc il y avait vraiment cette dimension là qui était exceptionnelle. On rencontre des gens qui étaient tous fous, plus fous les uns que les autres, que des gens avec des parcours improbables que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Et donc j'y avais été pour en me disant 2-3 trucs quoi, en me disant bon, je vais aller faire du code, soit ça me plaît, et je continue, et donc voilà, je fais la plateforme moi-même, soit ça me plaît pas et je rencontre des gens qui font du code, parce que j'avais beaucoup de difficultés à rencontrer des gens qui en font, et je trouve un cofondateur technique pour m'aider. Soit j'ai aucun des deux, et bon au pire ça aurait été drôle quoi, j'aurais appris des 3 trucs, j'aurais peut-être rencontré des gens sympas. Mais ce qui est intéressant à noter là, je te coupe un peu, mais t'as une stratégie. J'ai une stratégie. C'est-à-dire qu'on sent que tu commences à réfléchir comme un entrepreneur. C'est-à-dire que tu te dis, si je vais à cet endroit-là, c'est pas pour rien. J'ai quelque chose dans ma tête, et au pire, j'ai pas ça. Au pire, j'ai pas ça. Et puis bon, voilà. Mais t'as plan A, plan B, plan C. Ouais, j'étais quand même un peu accompagné. En plus de Carré, j'ai une personne qui m'accompagnait à l'IRMA, qui est maintenant le CNM, le Centre National de la Musique. Incroyable aussi, qui m'a débloqué plein de choses. Ça s'appelle Fabrice Jallet. Je remercie énormément pour tout ce qu'il m'a apporté. Mais lui, il me disait ça. Il me dit faut que tu ailles plus loin. Il était différent de Karel, lui mettait pas des baffes. Mais voilà, il me permettait d'aller là-dessus. Et donc j'avais cette stratégie, et je suis arrivé, et en fait comme quoi les choses sont bien faites parfois. Les deux me sont arrivés, c'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé faire du code. C'est un truc qui m'a vraiment passionné. Et j'ai rencontré Maxime, qui est notre premier cofondateur technique, qui est encore dans la boîte aujourd'hui, qui est CTO. Et puis voilà quoi, à la fin des 2 mois, en fait, le projet final qu'il fallait rendre, et en fait on a fait Studiomatic. J'ai réussi à convaincre toute mon équipe de m'aider et de faire Studiomatic. Et donc il y a encore même la vidéo en ligne du Demo Day. Voilà, toute première version avec des trucs qui marchent pas. Mais voilà, c'était le début, fallait bien. J'avais fait faire un logo et tout. On s'était amusé. Et donc ça m'a permis d'apprendre le code.
et de me lancer. Et donc à la fin de ça, j'étais encore chez Cultura parce que je faisais ça pendant Cultura. Et du coup, maintenant, le soir, quand j'étais au bar et que j'attendais sur mon ordinateur, maintenant j'ai un nouvel objectif. Tu codais. C'était de terminer la plateforme. C'était de finir le truc et tout. Et donc je codais comme un taré jour et nuit, le plus possible, les week-ends, les jours de l'an, les trucs et tout. Je suis pas quelqu'un de très social de manière générale. Hein, je pose particulièrement au fait. Mais là, là j'avais tué tout le reste, quoi. Tout ce qui restait, c'était mort. Donc je faisais que ça. Et puis très vite en fait, le premier objectif que j'avais, c'était de faire fonctionner une serrure. J'ai commandé la serrure, j'avais trouvé la bonne truc et tout, je l'avais fait payer, j'avais supplié mon père de le faire payer par la boîte parce que du coup la boîte de bâtiment qu'on a, c'est métallerie serrurerie. D'accord. Donc, j'avais quand même accès à de la serrure et tout ça. Ce qui est assez drôle d'ailleurs du coup d'être fils de serrurier et d'avoir une boîte qui ouvre des portes alors que je leur disais moi plus jamais je fais votre métier quoi. Comme une sorte de l'atavisme. Et donc on commande la serrure, on fait des tests avec Maxime et on réussit à la faire fonctionner. Je me rappelle encore de ce moment parfaitement où on appuie sur entrée sur un autre terminal et la ligne de code qui est envoyée, elle fait bouger la serrure à gauche. Mais c'est un sentiment que je pourrais jamais expliquer. Mais vraiment, non, mais je comprends. c'est fou. Il se passe quelque chose. C'est de la magie. Évidemment, tout est physique. Après, on le rationalise et tout. Bien sûr. Mais le moment où cette serrure, elle s'allume, c'est celle-là, celle qu'on voit ici. Okay. À gauche, là, elle a un truc très caractéristique. Elle fait une petite lumière et d'un coup, elle fait clac. Et elle tourne, tu vois. Et ce bruit-là m'a marqué des années. C'est un ancrage. C'est un ancrage, exactement. C'est un ancrage. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était possible. Tu vois, voilà. Là, on y est. Ça fonctionne. Maintenant, cette serrure, si je la mets sur une porte, et quand le mec il a le bouton pour déverrouiller sur sa réservation, il appuie dessus, ça ouvre la porte. Et là, c'est bon quoi. et donc voilà, c'était. Et là, j'ai quitté mon taf. Forcément. Voilà, j'ai dit, écoutez, je m'en vais, je vais me lancer là-dedans, je vais lancer ma boîte et puis voilà, on va tester quoi. Donc là, tu deviens dans ta tête un vrai entrepreneur. T'es parti et tu te dis. Là, je suis un vrai entrepreneur. Je suis un vrai gars de la Startup Nation. D'accord. Et à ce moment-là, tu as combien de studios à équiper avec un seul. C'est seul. Toujours le même. Toujours le même. Toujours le même, le Labo des Sons. Okay. Mais là, j'ai l'objectif d'en ouvrir plusieurs. Là, je suis clairement dans une optique de. Je vais faire fonctionner le premier et je vais le pousser au maximum de ce que je peux faire. Et quand j'aurai fini de le pousser au maximum, eh bien, je vais en ouvrir un deuxième et je vais faire pareil, et un troisième, et un quatrième. Et voilà. Et donc, avec ma serrure qui fonctionne, je vais voir mon pote de toujours, Aurélien. Et je lui dis, donc lui était chez Sony et tout, puis en plus, c'était pas, ça allait pas hyper bien dans son DAF. Il y avait un plan social et tout, même un excellent élément, il voulait pas le laisser partir. Et je comprends. mais voilà, lui voulait partir. Je vais le voir, je lui dis écoute, j'ai ce truc là, j'ai cette idée, et lui m'en parlait souvent, il me dit putain mec c'est trop bien, quand tu montes ça et que ça marche, fais une franchise, et j'ouvre une franchise dans le sud, je retourne dans le sud, il est originaire de Toulon, je retourne dans le sud, j'ouvre ça à Aix-en-Provence ou à Marseille, parce que là-bas on galérait à l'époque et tout, pour trouver des studios, comme ça je retourne dans le sud et je revais au soleil quoi. Et il s'était trouvé un petit associé qui ça n'a pas marché du tout. Pour essayer de monter le concept studiomatique dans le sud quoi. D'accord. Et je lui dis mais en fait ça m'est paru comme une évidence. Je lui dis mais plutôt que de le monter avec lui et de monter un truc que moi j'ai, pourquoi tu cofondes pas la boîte avec moi quoi. Et il m'a dit putain ah ouais, je l'avais invité au resto pour ça et tout, tu vois, vraiment je voulais marquer le coup et il m'a dit ah ouais en plus ça tombe bien, il y a ça chez Sony et tout. Écoute, vas-y, je vais réfléchir 2-3 jours et tout. Et donc il a réfléchi et il m'a dit écoute, je m'en vais. Je quitte Sony. Et je quitte Sony et on va monter ça ensemble. Et voilà, je vais avoir 2 ans de chômage. Donc pendant 2 ans, à la fin des 2 ans, il faut que ça marche. Et on va tout faire pour que ça marche et tout. Et voilà, et là c'était le début. Et il commence à partir. Donc là, on fonde la société. Là, vraiment, je crois que c'était notre anniversaire récemment, 15 février 2017. D'accord. 15 février 2017. Le lendemain de la Saint-Valentin. Ouais, comme ça, on fait un ancrage. Voilà, exactement. Le lendemain de la Saint-Valentin, c'est le greffe qui dit c'est ok, la société studiomatique est montée, ça paraît dans les trucs journal officiel, je sais pas quoi. Donc voilà, là c'est bon. On est entrepreneur officiellement parce que moi j'ai arrêté la musique. Mon dernier concert j'ai dû le faire en août 2017 je pense. Ok. Ouais, donc là tu es à 100% dans la boîte.
Ouais, à 100%. Et encore peut-être même avant. Parce que je me rappelle que dans la salle de concert, entre les balances, je commençais ma formation de code, entre les balances et le début du concert, j'apprenais à me servir de mon terminal. Tu répètes sur la guitare? Non, je m'occupe de mon terminal. Ah ouais, c'est ça, j'apprenais les codes, les premières commandes et tout. Donc non, même un petit peu avant. Mais voilà, je faisais plus de musique, j'avais quitté tous mes cours. Là voilà, j'étais à 100% corps et âme dans l'entrepreneuriat. Je donnais des cours de code aussi. J'avais eu des articles de presse qui m'avaient donné pas mal de visibilité. Justement, il apprend le code pour monter sa startup sans études, ni bac, ni brevet. C'était un truc comme ça. Tu avais la belle image. T'étais voilà. bon, paf, ça marchait. C'est ça m'a bien servi. Tant mieux quelque part. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc ça me permettait de gagner de l'argent à côté. Mhm. J'enseignais à l'INSEC, à SubDeWeb, de la programmation de manière générale, alors que je n'étais pas un grand... C'est assez drôle quand même, le pied de nez à l'histoire, non? Ah ouais, grave. De devenir prof. La première fois que je suis arrivé à l'INSEC, donc je faisais ça en parallèle de Cultura, en parallèle du développement de Studiomatic. Les élèves que j'avais étaient plus vieux que moi et plus diplômés que moi. Je suis arrivé à 24 ans là-bas, à l'INSEC. Ils m'avaient mis les Master 2. La majorité des gens étaient nés en 91, 92, tout ça et tout. Et moi, j'arrivais là et j'avais même pas le brevet des collèges. C'est génial. mais voilà, après, c'est justement ça aussi qui est intéressant et de transfigurer un peu ces valeurs-là, de comprendre qu'en fait, c'est pas le diplôme qui fait la valeur que tu délivres, mais la valeur intrinsèque elle-même et ce que tu délivres. Et du coup, si eux en trouvaient une valeur quelconque, en fait, peu importe finalement le diplôme que j'avais, quoi. Et quand t'annonces ça à tes parents, juste pour faire une toute petite parenthèse dans l'histoire, quand tu leur dis je vais être prof, alors ils étaient assez étonnés. J'avais fait une annonce j'avais mis sur Facebook, c'était mon époque Facebook. J'ai dit je suis super heureux, un truc du genre je suis trop content. Je rentre en master dans le corps professoral à l'INSEC et tout. Et puis en fait, il y a une partie de ma famille qui comprenait pas et qui m'avait dit... ils pensaient que tu t'inscrivais? Ouais, au dîner de famille suivant, il m'avait dit « Ah, c'est super, t'as repris tes études !» Non, en fait, non, je suis prof. Ah bon? Mais tu fais quoi, du coup? Mais plein de fois, j'arrivais par exemple dans l'administration de l'INSEC, de SubDeWeb et tout, ils me prenaient pour un élève. Tout le temps. C'est toujours bon ces moments-là. Ça fait rire. Ouais. Maintenant, ça m'arrive plus. Ouais. Mais j'ai vieilli. mais ouais. Et donc, quand t'arrives dans cette partie de vraiment lancement de la boîte, vous êtes 2 associés. Donc là, tu t'associes avec un copain. Yes. Qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Parce qu'on sait que c'est des fois des risques. Est-ce que tu mets rien en place? Et c'est possible aussi. Hein. Il y a plein de cas où il n'y a rien qui se met en place, mais c'est une vraie question. Il n'y a pas grand-chose. Je pense pas qu'on ait mis en place des trucs. En fait, on a mis en place des trucs classiques de communication, de Slack, ce genre de choses, quoi. On avait le site internet, on avait déjà des trucs. On s'est mis en place quand même des trucs de travail, mais déjà, on n'avait pas de bureau. On a toujours été culture full remote. Donc déjà, il n'y a pas de routine. Et pas de routine, on s'imposait pas de trucs et tout. Je suis quelqu'un, j'aime pas me lever le matin, donc donc du coup forcément déjà on travaillait en décalé, on travaillait des trucs et tout. Et puis en fait, on a même pas, moi j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Et donc c'est un peu on délivre. Il y a des choses à faire, on les fait et tout ça. On prend chacun tout. En fait, ce qui est hyper bien avec Aurélien, c'est qu'on est hyper aligné sur la finalité. D'accord. Il y a un alignement qui est parfait, où on sait exactement où la boîte doit aller. Et du coup, on sait quels sont les. En fait, on a la mesure de l'action juste qui permet d'aller là où on veut aller avec la boîte, d'aller faire aller la boîte plutôt même, plus que nous, la boîte en premier. Et ça, du coup, ça permet en fait d'être aligné sans avoir besoin de se parler. Et de mettre des choses particulièrement folles en place. Alors oui, après on avait des outils comme n'importe qui, tu vois, mais je sais pas, on s'est pas mis des stand-up meetings, des trucs, des méthodologies, des choses comme ça. C'était un peu au feeling, fallait développer la plateforme, et au fur et à mesure des opportunités qu'on avait, on les évaluait, et en fonction de l'intérêt qu'elles pouvaient porter à la société,
on y committait ou pas. Et contrat d'associé et autres aussi. Ah, pardon. Non, mais il y avait les deux dans ma question. Oui. Donc, contrat d'associé et tout ça, parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Hein. Enfin, pour parler avec des personnes, je crée avec mon frère, machin, puis petite galère, et là, c'est la famille qui tape, les copains, c'est pareil. Donc, c'est très juste, merci de cette question. Alors oui, on a mis très très vite des trucs en place pour ça. Par contre, on a monté la société, on a fait un vrai pacte d'associés. Okay. Parce qu'à côté, je voyais, donc j'étais devenu pote avec les fondateurs de The Hacking Project. Et donc j'avais accès à pas mal du coup de gens dans les startups. Je commençais, mon arrivée dans le milieu des startups, ma découverte de The Family. La découverte de The Family. C'était le début de Station F aussi. Okay. Donc voilà, c'est l'effervescence. Ce sont des incubateurs. Des incubateurs et des accélérateurs. C'est l'effervescence du contenu sur YouTube, d'entrepreneuriat à destination des startups à Paris. Ouais. Là-dedans, un des conseils qui donne, moi j'ai dû avaler toutes les vidéos d'Oussama Ammar certainement, comme beaucoup de gens, mais voilà, j'ai fait ce truc-là et c'est un truc qui nous a paru évident. Lui aussi était très dans cette culture-là. On a mis direct les choses au clair. C'est oui, on est potes, mais voilà, pas que d'associés, pas que de trucs et tout. Ça, par contre, sur le légal, on n'a jamais rigolé. On rigole toujours pas. Et on fait les choses très bien sur cet aspect-là parce qu'on considère que c'est hyper important. On essaye d'être le plus prévisible, d'anticiper, voilà. Okay. Prévoyant. Ouais. Voilà, ok. Bon vivant rime avec prévoyant. C'était une pub des années 80. C'est vrai. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Donc voilà, on essaie d'être prévoyant et voilà, le pacte d'associés il sert à prévoir le divorce et il peut ne jamais arriver le divorce. Bien sûr. Et on fait tout pour que ça n'arrive jamais, évidemment. Mais il faut le prévoir. Ouais, il faut en parler. Voilà, il faut en parler. Donc ouais. Et donc quand vous lancez la structure, celle qui existe aujourd'hui, elle est au moment où vous lancez, il y a toujours qu'un studio où vous êtes tout de suite déterminé dans l'idée de dire allez, on va plus loin. Toujours qu'un studio, mais on est déterminé dans l'idée de dire on va plus loin. Et la première opportunité qu'on a, c'est de travailler avec une société qui s'appelle Studio Bleu, qui existe encore, qui découvre notre serrure. Moi, je l'avais installé dans mon petit studio. Donc pour bien comprendre le contexte, le studio que j'ai à ce moment-là, ouvert 24h/24, il est dans un bâtiment et ce bâtiment appartient à Studio Bleu. Studio Bleu, c'est un gros studio de répétition et tout ça qui est concurrent. Oui, donc ça veut dire que si tu as, pour éclairer un peu les gens, si tu as ta serrure qui marche mais que eux ils ont fermé le bâtiment. Ouais, alors il y avait ces trucs là aussi qui étaient un peu chiants. Après, on avait réussi à trouver des trucs et tout. Encore maintenant, on avait à quel interphone? Pardon. Ouais, ouais. Comme tu vois les solutions dans les médecins, ils mettent nous on avait fait pareil sauf qu'on l'avait actionné par téléphone. Okay. Donc, on avait réussi à programmer ça. Du coup on avait passé toutes les contraintes et plus rien qui nous arrêtait sur ça. Et donc un des régisseurs se rend compte du truc de c'est génial, putain c'est fou, le patron il veut faire aussi quelque chose comme ça. Allez, donc encore aujourd'hui Studio Bleu ils ont 75 salles. Nous on en a une. Ok. Ouais. Donc voilà, il y a deux choix, il y a deux façons de réagir à ce truc-là. C'est soit on nie en bloc et on veut éviter de se faire copier, soit on commence à se rapprocher et essayer de faire des choses. Et en tout cas pour eux. Et donc ils viennent nous voir, ils nous disent voilà, on ouvre un nouveau bâtiment. Ce serait bien de travailler ensemble et voilà, vous allez être prestataire B2B, tous des échanges très musclés, très très musclés. Parce qu'eux ils sont en position de force. Ah ouais. Bien sûr. Ça a changé maintenant, mais ouais. mais ouais, ils sont en position de force, on en profite. Et donc, en fait, on se met en tête de lancer une solution B2B. Donc, le dashboard complet, la solution de gestion et le topo, c'est d'aller dire, ok, aujourd'hui, votre studio est ouvert de 10h à 20h, à minuit au maximum. Nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de mettre des serveurs connectés et d'avoir un outil de gestion qui vous permet de piloter votre business 24h/24, 7 jours sur 7, d'avoir votre plateforme de réservation et de ne pas dépendre d'employés ou de trucs comme ça. Donc, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez gagner du temps, vous allez améliorer votre gestion, vos clients vont être plus contents parce qu'ils vont être plus autonomes, plus indépendants et tout ça. Et donc, on commence comme ça. Donc on se retrouve avec 4 studios à gérer dans un nouveau bâtiment, on développe des nouvelles infrastructures, des nouveaux systèmes d'interphone, des trucs et tout pour ouvrir la porte du bâtiment, pour ouvrir la porte des studios. On fiabilise le système. Donc les gens qui louent à ce moment-là, ils louent les studios chez Studiomatic ou chez Studio Bleu avec votre solution. C'était toujours un gros point de discorde, mais en fait les gens du coup pour aller réserver les studios de Studio Bleu, ils venaient chez Studiomatic. Donc du coup ils venaient sur la plateforme, ils se créaient leur compte, ils faisaient leur réservation chez Studio Bleu et ils accédaient 24/24, 7 jours sur 7. C'était des studios de répète à l'époque, c'était avant le confinement toujours.
Et puis voilà, donc on commence comme ça, ils nous payent notre solution à un prix par mois par studio, un truc en plus qu'ils nous avaient négocié au rabais, un truc un peu ridicule, donc pas parler du prix, mais Ils étaient en position de force. voilà, ils étaient en position de force et il fallait bien commencer, donc ça c'était le pied à l'étrier sur on va finir la solution tech. À finir de coder, on va finir tout et puis voilà, et en fait ça commence à marcher, donc les gens réservent pour la première fois, la vraie première fois, on commence à avoir des gens qui sont complètement extérieurs à notre cercle d'amis qui trouvent les studios par voie organique et qui viennent en autonomie, qui nous appellent pas parce qu'ils comprennent le concept et qui arrivent à rentrer dans le bâtiment, qui utilisent et là on se met dans la vraie gestion de studio au jour le jour tel qu'on le fait aujourd'hui, quoi. Ouais, parce qu'avant ils vous appelaient, etc. Là Ouais, ils sont en totale autonomie, Là, ils ont réservé en ligne, le code fait le travail et tout machin. La proposition de valeur qu'on rêvait fonctionne. Et en plus, on avait des atouts de ouf. On avait récupéré, on avait travaillé avec une boîte en Australie qui s'appelle Open Live, qui nous permettait d'avoir un boîtier d'enregistrement autonome. Donc ils avaient un boîtier d'enregistrement dans le studio, ils pouvaient prendre l'option en ligne et la payer. Ça leur permettait d'enregistrer toutes leurs sessions et d'avoir le mixage et le mastering fait par de l'intelligence artificielle automatiquement, mis sur le cloud et tout. Et donc ils avaient tout. Wow. Vraiment, on avait une proposition de valeur qui tuait, quoi. Et franchement, ça nous a permis de lancer, ça marchait bien. Il ne restait plus qu'à roder le reste. Donc ouvrir des nouveaux bâtiments, ouvrir des nouveaux studios. Et surtout, en fait, nous très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que Studio Bleu qui pouvait s'aligner sur un truc comme ça. Même si on leur faisait un prix ridicule par mois, il n'y avait que eux qui voulaient vraiment se mettre là-dessus. Et en fait, tous les studios, et même lui, il ne comprenait pas, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on avait une vision de la musique qui était complètement différente. On voulait aller beaucoup plus loin encore dans ce concept-là et faire quelque chose de plus fou, de rendre plus indépendant encore les gens, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que personne ne suivait, que personne ne voulait. On s'est pris des insultes de gens qui comprenaient pas. Ils disaient alors qu'on allait virer tout le monde à cause et qu'on allait remplacer tout le monde par des robots. Voilà, le jeu classique du débat un peu stérile sur l'intelligence artificielle. On se dit, bah en fait, nous, ce qui nous plaît, c'est pas faire du B2B, parce que franchement, casse les couilles, quoi. On n'a pas envie de gérer ça, c'est chiant, on a d'autres choses à faire, et en fait ce qu'on veut c'est monter nos propres studios. Enfin, on va continuer, c'était là-dessus qu'on voulait aller, on s'est laissé détourner. On va se focus, quoi, on va se focus, et donc on s'y met, et en fait on lui dit écoute, maintenant on veut plus te louer la solution pour des salles, on veut louer les salles, nous, les équiper, les gérer, mettre nos serrures et gérer tout sous notre marque. C'était pas dit comme ça parce qu'évidemment il aurait refusé fois 1000, mais voilà, on avait trouvé le moyen d'eux. Et en fait, on ouvre notre deuxième salle. C'est une salle de répète et ça marche. Troisième salle, ça marche. Et là, taquet le confinement. Donc, on c'était trois studios de répétition. Le confinement, avec tous les déboires qu'on lui connaît. Quelques mois après, parce que je sais pas, cette étape-là qui est pas hyper intéressante, hein, tout le monde l'a vécu, le confinement, on sait ce que c'est. Cette étape-là, par contre, on se dit, ok, ce qui serait intéressant, on repense aux rappeurs qu'on a eu la première fois, qui ont vu la nuit et tout ça. Et ben en fait, ces gens-là, le rap, c'est devenu une institution en France à ce moment-là. Parce qu'au début, quand eux, on les a eu les premiers, c'était le 3e ou 4e album de Section d'Assaut, c'était à peu près le seul groupe de rap qui était un peu connu. Ouais. Au moment où on est au confinement, le rap, c'est le style de musique le plus écouté dans le monde. En France, c'est les plus gros streams, c'est les plus gros trucs. Et en fait, on s'est pas rendu compte de ça. Mais en fait, pendant des années, il y a des gens qui se sont mis à faire du rap dans leur coin et qui ont défoncé des trucs. Et qui sont hyper chauds, qui ont vraiment de l'argent, qui sont morts de faim et qui ont envie de studio. Et en fait, il n'y a pas de studio pour eux. Et c'est la musique assistée par ordinateur. Il se trouve qu'au confinement, les gens n'avaient rien d'autre à faire de la musique sur ordinateur parce que t'es dans ton appart. Ouais, forcément, t'es bloqué. Ils s'y mettent. Et donc, on lance des studios dédiés à ça, quoi. Et en fait, voilà, le premier fonctionne bien. Je fais un raccourci. Oui, bien sûr. Plein de choses. On a dû itérer sur le produit, faire des tests et tout. Mais ça marche. Les gens en reviennent. On en ouvre un premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 10. D'accord. On en a ouvert 7 d'un coup. On a transféré un studio de répète en studio de prod au début. Et en fait, les 4 studios que Studio Bleu nous avait passés en répète, ils marchent plus. Ils n'arrivent plus à le remplir. Donc ils nous disent vous avez capté un truc que nous on n'a pas capté. Allez-y, faites de la prod, quoi, et gérez-le, ça nous rapportera plus d'argent, quoi. Et donc on est arrivé à 10, puis après au bout des 10, on a pu lever des fonds, on a pu voilà, l'avoir pour cette fois, ne plus ouvrir des salles une par une, mais vraiment ouvrir des bâtiments complets tel qu'on le fait. Et vous avez commencé à vous diversifier avec aussi cette histoire de podcast aujourd'hui, le studio dans lequel on est, parce que il y a une demande, je suppose. Exactement. En fait, la diversification déjà de répétition à production beatmaking, elle nous a permis de se rendre compte qu'il y avait des marchés qui étaient autres.
et surtout d'abstraire, parce que le processus de simplification et d'abstraction, il est très long en réalité, il prend beaucoup de temps, même si aujourd'hui ça me paraît évident. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce que les gens viennent chercher chez nous, ils viennent chercher deux choses principalement. Ils viennent chercher déjà la possibilité de se mettre dans une salle qui est insonorisée et d'être qui ils veulent au moment où ils veulent l'être. Et ça, c'est très important. Parce que le qui ils veulent, ils peuvent être musiciens et faire de la répète dans un groupe de rock, mais ils peuvent être aussi rappeurs, ils peuvent être aussi beatmakers, ingé son, ils peuvent être podcasteurs, ils peuvent être danseurs, ils peuvent être photographes, ils peuvent être vidéastes, ils peuvent être streamers, ils peuvent être énormément de choses. Mais à la fin, ils se retrouvent dans un endroit physique dans lequel ils ont besoin d'une insonorisation. Et donc, quand on comprend ça, et qu'on se dit qu'à partir du moment où on prend des salles, on fait des salles et qu'on lui met des matériels à l'intérieur, mais que la coque, le reste, ça reste une salle insonorisée, ce qui fait l'activité de la salle, c'est le matériel à l'intérieur, et ça, c'est rien du tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, voilà, tu l'as vu, monter un podcast avec du matériel, ça coûte rien. C'est pas cher, on peut, voilà. Mais par contre, la salle, l'endroit dans lequel se retrouver, ça, c'est autre chose. Ouais. Un loyer par rapport au matériel, c'est... Voilà, ça, c'est autre chose. L'insonorisation, c'est excessivement cher. Et puis, quand bien même les gens ont de l'argent pour le faire, ils ont peut-être pas envie de recevoir des invités qu'ils connaissent pas. Nous, dans le podcast, ça va. Dans le rap, c'est autre chose. Oui, on est d'accord. Voilà, dans le rap, c'est un autre délire. Et du coup, ils n'ont pas envie de recevoir ça forcément dans leur salon avec la femme à côté, les enfants, les voisins, les trucs. Et puis on va prendre mon exemple juste. Tu viens faire des podcasts à Paris, toi, il faut que tu tu aies un lieu. Lille. Voilà, je suis à Lille. À Paris, tu as besoin d'un lieu, tu as besoin de trucs et tout. On en a, par exemple, dans le studio de podcast, on a plein qui viennent hors de l'Île-de-France et qui utilisent les studios que pour ici et qui ont sincèrement largement de quoi se faire leur propre studio et tout ça. Ils viennent chercher ça. Et la seconde chose, c'est qu'ils viennent en fait chercher une communauté. Parce que tu peux faire de la musique chez toi. Une fois, j'ai une personne qui m'a dit, un investisseur, je sais plus qui, sur un roadshow, il dit ouais, mais c'est bien votre truc, mais en fait, moi j'ai un pote, il est musicien, et en fait, il a un chalet en haut de la montagne là, et en fait, il a fait son studio là-dedans, et il va, et il est hyper bien. Mais gros, il est tout seul dans son chalet en fait. Ben oui. T'es tout seul dans ton chalet. Oui, tu peux faire de la oui, ok, Internet ça a permis de rencontrer des gens et tout ça, mais jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, et le jour où on me le prouvera, je m'y mettrai. Mais en fait, c'est toujours pas fonctionnel de faire de la musique avec des gens à travers un ordinateur. Et puis c'est autre chose, il y a quelque chose d'ineffable à faire de la musique. Tu viens, c'est une ambiance, c'est des sons, c'est une vibration, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose que tu ne peux vivre que dans un lieu physique. Et donc ce que viennent chercher les gens chez nous, c'est ça, c'est la salle, pour pouvoir y être tout seul ou pas, mais aussi la possibilité de rencontrer des gens qui partagent la même passion et qui ont la volonté d'aller plus loin que simplement faire de la musique à la cool. Et ça, quand on l'a compris, on s'est dit ok, bah en fait on va monter notre propre bâtiment parce qu'on a besoin d'avoir une architecture spécifique. On veut que la façon dont les couloirs soient tournés, ce soit des endroits de rencontre. On veut que les studios ils puissent être normés parce que ça nous permettra aussi d'adapter mieux le truc, mais surtout on veut pouvoir attaquer d'autres marchés, avoir une diversification. Le podcast est venu comme ça. Donc on a fait ce test là avec ce studio qui marche très très bien et on est super content. Et en fait voilà, on abstrait ça à n'importe quelle personne qui est artiste. Un artiste c'est très large. Et surtout, moi maintenant je suis dépassé. Je suis dépassé par la musique. Par la musique qui se fait et tout ça. Quand je vais faire les visites avec les clients, des trucs comme ça, et que je leur demande quel style de musique ils font, et ben encore plus maintenant, je découvre des nouveaux styles de musique. Nouveaux styles de musique, des nouvelles tendances, des nouvelles façons de faire et tout. Et en fait, les clients qui viennent chercher des studios, ils sont souvent à la pointe de ce truc-là. Donc nous, on essaie d'avoir des studios le plus neutre possible, plus polyvalents, pour que justement les gens puissent en fait avoir cette clarté d'esprit et cette possibilité de faire des choses qui leur sont propres, quoi, et qui sont singuliers. On a pas mal développé, pour éviter de faire trop long, les gens Bien iront sur Studiomatic pour savoir, mais je pense qu'on a bien expliqué, voilà, ils peuvent réserver en ligne, etc. Et c'est vraiment très clair sur votre site pour y avoir été pour regarder. Non, c'est sincèrement, moi ce que j'aimerais terminer par cette partie-là, par la partie levée de fonds, parce que c'est important. Là, tu viens de parler de dire on veut nos propres bâtiments et autres, c'était une volonté de la levée de fonds, mais aussi peut-être expliquer un petit peu. Bah dans la levée de fonds, il y a aussi une manière de dire vous vous assurez en tant que fondateur un salaire aussi. Enfin voilà, dans la levée de fonds, on oublie des fois de dire, mais le but c'est de faire en sorte que les investisseurs investissent dans l'entreprise, mais aussi pour que les fondateurs restent et se payent un salaire, quoi. Avec les 10 studios qu'on avait, on était rentable, donc ça nous permettait de nous payer. Déjà, donc ça c'était cool, c'était une vraie étape. Hein. L'étape du salaire pour un fondateur, c'est et ça répond important à la question d'Aurélien qui est au bout de 2 ans, il faut que je me paye. Exactement, voilà. Et on a réussi ce pari-là. Bravo. In extremis, mais on a réussi.
Et donc on était rentable, ça nous a permis voilà on faisait 18-20K de MRR, je sais plus combien. Mais voilà, on avait des bons chiffres, franchement on avait de très bons chiffres pour le moment de la levée de fonds. C'était une bonne époque parce que là le marché est un peu plus difficile pour la levée. Mais voilà, on avait un bon momentum, c'était cool. Et des bons chiffres, les projets qu'on sortait commençaient à être vraiment bien. On a Roubaix qui est sur la track, on fait 23 studios dans un bowling de 1800 mètres carrés. Okay. On a Saint-Denis là les travaux ont commencé, des trucs 8 studios sur Saint-Denis en plus. Donc on commençait à avoir ces projets qui tournaient, donc on a été voir l'investisseur en disant on a besoin d'argent pour investir, on va faire levier sur des prêts, des trucs comme ça et tout. On a structuré une levée de fonds quand même vraiment conséquente pour notre secteur, certainement même une des plus grosses. On a fait 1,6 million d'euros en total pour un seed dans une boîte de musique. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et je suis très reconnaissant de ça parce que c'était beaucoup de travail, beaucoup de confiance aussi de la part évidemment des investisseurs. Et oui, effectivement, ça nous a permis déjà d'investir dans du staff. Donc on s'est staffé, maintenant on est 7. On a aussi fait de la recherche et du développement pour des studios vraiment. En fait, nos studios sont. Pour que tout soit vraiment standardisé, on fait des studios en kit en fait. Donc on construit des studios hors site. Et c'est des énormes kits qui arrivent par Smirmork, tu vois, et qui sont assemblés. Ça nous permet de réduire complètement le temps de travaux et d'avoir des studios dont on sait que la qualité sera au rendez-vous, peu importe où est-ce qu'on les fabrique. Et donc voilà, on a fait cette recherche-là, on a travaillé vraiment sur plein de choses diverses et variées qui nous ont permis d'assurer un produit encore plus fou, quoi. Et de se payer parce que c'est vrai que c'est une étape assez importante. Ça permet d'avoir une clarté d'esprit qu'on n'a pas quand on est tenu par un truc. Donc moi j'ai arrêté les cours évidemment. Bien sûr, tu m'étonnes. un peu moins de temps, même si ça me passionnait énormément. Mais ça m'a permis d'être pour la première fois à 100% de 100%. Parce que quand je disais j'étais à 100%, en réalité j'avais toujours un truc qui était nécessaire pour gagner de l'argent. Donc soit je donnais des cours, souvent je donnais des cours, majoritairement ça. Soit j'avais encore des concerts, des trucs, un petit taf et tout. Mais là, voilà, on est à 100% et ça roule. Et la dernière question avant de terminer, peut-être d'ouvrir sur vos prochaines ouvertures. Ça met une pression, le fait d'avoir fait une levée de fonds et de savoir qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent et qui, à la fin, ils attendent un bas de ligne. Comment tu le vis ? Je pense que... Je suis assez critique sur ça parce que je pense que la pression, c'est nous qui nous la mettons. En réalité, les investisseurs qu'on a sont des gens très bienveillants. C'est vraiment des gens très très bienveillants qui font beaucoup pour nous. Qui nous ont apporté beaucoup et pas que financièrement évidemment. C'est très particulier parce que oui, il y a une pression parce que maintenant on doit rendre des comptes, mais en réalité on doit rendre des comptes, c'est au travers des comptes qu'on doit leur rendre à eux, c'est des comptes qu'on se rend à nous surtout. Oui, forcément. En vrai, c'est pas ça. Eux, oui, ils espèrent que la boîte elle va fonctionner. Ils y mettent de l'énergie, ils y ont mis de l'argent et tout ça évidemment, mais la pression elle vient pas d'eux. C'est pas eux qui mettent la pression parce que c'est le fondateur, moi je pense, qui se met la pression au travers de l'imaginaire qu'il a de se dire que peut-être un jour son board d'investisseurs va le virer ou des trucs comme ça et tout ça, mais en fait c'est ça qui est hyper fou avec la levée de fonds, c'est que y a évidemment plein d'histoires où ça se passe pas comme nous ça se passe, on a de la chance, nous ça se passerait bien, mais en fait ils sont vraiment là pour nous aider. On a un vrai accompagnement et tous les moments où on a eu des problèmes, parce qu'on a encore, comme toute boîte, des problèmes, des hauts, des bas. Normal. On va pas dire que tout est parfait, hein, mais quand on a des problèmes et qu'on va les voir et qu'on leur dit il y a ça comme problème, on a ça, c'est toujours des gens suffisamment bienveillants et intelligents pour nous dire ah, les gars, là vous pourriez faire ça. Et on a fait des erreurs de ouf. Hein. On a fait des erreurs, même encore avec les invests, on a fait des erreurs de taré. Mais c'est là où en fait la pression on comprend qu'elle est pas d'eux, elle vient de nous principalement, et parce que on veut bien faire, on veut faire les choses comme on doit, comme on les veut, comme on les rêve, et on veut pouvoir aussi eux les rendre fiers parce qu'ils ont mis beaucoup de confiance en nous, rendre fiers le reste, les artistes qu'on a et tout ça, et cette pression elle vient principalement de nous. Donc après voilà, c'est un travail presque de philosophie, j'ai envie de dire, que de travailler sur la façon dont on se la met cette pression et la façon dont on la vit principalement surtout. Mais c'est un autre sujet, pas un podcast de philo. je verrai si un jour. Pour terminer, c'est
de ceux dont tu peux parler, bien sûr. C'est quoi les prochains lieux que vous avez en tête? Il y en a 2 très gros. Mhm. Enfin, un beaucoup plus gros que les autres. C'est Roubaix. Mhm. Donc Roubaix, on ouvre... C'est pas pour me déplaire. Hein, je vais pas te mentir. Ah bah, il faudra que tu viennes parce que là, ça va être vraiment très très cool. Alors, si ça peut te rassurer, on ouvre des studios de podcast à l'intérieur. Oh mince, quel dommage. Donc on va ouvrir dans le bâtiment, c'est 1800 mètres carrés. On a travaillé avec la mairie de Roubaix Mhm. pour une reprise du bowling qui est à côté de la piscine. Donc la piscine, c'est le musée de Ouais. Roubaix. Ouais, vous êtes vraiment au plein cœur de Ouais. Roubaix, au centre. Ouais, C'est le beau Roubaix, désolé de le dire, hein, parce que mes parents étant originaires de Roubaix, je Ok. peux parler de Roubaix. Il y a une partie de Roubaix qui est malheureusement un peu difficile, mais Ouais. celle-là, ouais. Ouais, et franchement, moi, c'est une ville qui me fascine. Je vais aller habiter là-bas pour l'occasion du chantier, justement, Ok. et peut-être plus Si jamais, affinité. si affinité, mais bon. Je vais habiter en partie là-bas et dans le sud. Roubaix, c'est 23 studios, une Wow. salle de concert audiophile. On travaille avec quelqu'un, là, on commence à bien s'entendre et tout. Une personne qui est une vraie institution là-bas, qui a une grande collection de vinyles et un sound system, un des meilleurs en France et tout. On va monter ce projet-là. La mairie a commencé déjà à travailler sur le bâtiment. L'ouverture est prévue, on espère pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, je ne veux pas trop annoncer d'ouverture parce que c'est toujours dépendant, des permis, des trucs et tout. Là, on est en fin d'instruction de permis, donc c'est quand même très avancé. Je veux dire, le projet, on a tous les plans, les trucs et tout. C'est censé commencer dans 2 mois, les travaux. Donc voilà. Le prochain, le plus proche, c'est Saint-Denis, pour lequel, pour le coup, les travaux ont déjà commencé. Donc là, on ouvre 8 studios juste en face de la prochaine gare du Grand Paris. D'accord. Donc Ok. ligne 13, 14, 15, 16, 17, Bien vu. Tour Pleyel. Mhm. Et ça, ça va être 8 studios de production. Uniquement pour la prod pour l'instant. Mhm. On verra plus tard s'il y a d'autres choses, mais voilà. Et puis après, on recherche toujours des opportunités. Donc nous, on a un modèle de franchise en plus. Donc on est assez, on reçoit des candidatures d'un petit peu partout en France. On a reçu aussi un peu à l'étranger, Belgique, Espagne. Donc là, notre objectif, il est de finaliser ces 2 bâtiments. Les prochaines villes sur lesquelles on veut travailler absolument et sur lesquelles on va ouvrir. Juste, on n'a pas de date parce qu'on est encore vraiment en travail dessus, mais c'est Marseille, Bordeaux. Et en fait, d'ici l'année prochaine, dès qu'on aura validé encore ce modèle-là d'ouverture de bâtiment, on est là pour ouvrir dans les 10 plus grandes villes de France et l'Europe. Le reste de l'Europe, Belgique, Espagne, voilà. Bravo. J'adore ce parcours quand on part de l'échec scolaire, etc., pour arriver jusque-là et d'avoir cette ambition-là. Enfin, vraiment, Anthony, merci, merci à pour ce toi. moment que je viens de passer, parce que c'était hyper instructif. Il y a plein de sujets. J'aurais même, je pense, encore de quoi t'alimenter, te poser des questions. Et je pense que toi, tu aurais aussi de quoi dire. Mais voilà, à un moment, on va s'arrêter là. Ouais, bien sûr. Et puis, ce sera peut-être l'occasion de faire la suite quand tu seras À arrivé à Roubaix. Et puis, voilà, on le fera en live. Je viendrai à vélo parce que je suis pas très loin. C'est vrai. Les bureaux sont pas loin. Donc, tu vois, vraiment, il y a de quoi faire. En tout cas, vraiment, merci de m'avoir Merci à reçu dans ces locaux. Je ferai quelques petites photos pour mettre Bien sûr. sur le site. Et puis, de toute façon, je mettrai le lien. Les gens pourront voir, mais c'est vraiment la preuve qu'on est dans un lieu top quoi, quand on vient sur Merci. Paris. C'est l'idéal pour un podcasteur. Merci beaucoup, c'était super et vraiment merci pour toutes ces questions, ça me permet de développer aussi et voilà. Juste un dernier mot évidemment, tout ça je le fais pas seul, hein. On est une boîte, on est un associé, vraie tout ça. équipe Il y a derrière. une vraie équipe et Ouais. tout. Voilà, si je dis jeu par commodité de langage, en fait c'est on. Oui, d'accord, je comprends, t'inquiète pas et t'as bien fait de le préciser. En tout cas, Anthony, au plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.